Ah, je t'aime quand même. Alors j'ai une obsession, c'est le partage. Le jour où j'ai découvert que je pouvais me libérer de la peur de transmettre pour la transformer en quelque chose de vertueux, ça a changé ma vie. Pour moi, le partage m'a permis d'atteindre un niveau supérieur et de devenir médaillé olympique. Je vais maintenant vous partager la méthode qui m'a permis de réaliser mon rêve de gosse. Alors pour ça, on va faire un petit saut dans le passé. On est en 1992. À cette époque-là, j'ai 7 ans et je suis un garçon plein d'énergie. Je pratique une multitude d'activités physiques. Je fais du judo, de la natation, de l'athlétisme, du football, bref, les sports classiques. Mais il n'y a aucun de ces sports-là qui me donne vraiment envie de continuer une année supplémentaire. Et à cette époque de ma vie, j'habite à Mâcon, donc plutôt loin de la mer. Comme quoi, on n'a pas besoin d'être un breton pour pouvoir faire du bateau. Et c'est à ce moment-là que mes parents décident de m'inscrire à un stage de voile au petit club de la ville. Et c'est sur la Saône que je tire mes premiers bords en optimiste. Alors excusez la photo, elle est d'époque. Et alors, pour moi, c'est une révélation. J'adore l'idée d'être sur l'eau, ce sentiment de liberté, d'être à la fois au contact de mes camarades, mais je pouvais aussi m'éloigner. Donc c'était vraiment génial et je commence à découvrir les joies des activités nautiques. À 8 ans, comme c'est un petit club, j'ai l'opportunité de participer à ma première compétition. Alors évidemment, j'ai terminé dernier. Mais j'ai découvert le jeu fantastique de la régate, qui challenge à la fois nos sensations et nos capacités à prendre des décisions. Je progresse petit à petit, et à 14 ans, je participe à ma première grande compétition internationale au championnat du monde d'optimiste en Martinique. Je termine 21e sur 150 et je gagne même la dernière course. Je sais qu'en rentrant de ce championnat-là, je serai trop grand pour pouvoir continuer en optimiste, mais j'ai envie de continuer mon parcours dans la voile. Alors maintenant, on est en 2000. À cette époque-là, j'ai 15 ans. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, les Jeux Olympiques, c'était à Sydney. Et comme tous les fanas de sport, j'essayais de regarder les Jeux à la télé. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait se lever très très tôt le matin. Alors ce que je faisais, je me levais à 4 heures du matin, je mettais mon réveil, j'essayais de ne pas faire de bruit, je descendais les escaliers à pas de loup, pour ne pas réveiller ni mes sœurs ni mes parents, parce que vous imaginez bien, je n'avais pas le droit de regarder la télé. Et je descendais et je coupais le son tout de suite. Et je me souviens d'une journée en particulier, je ne sais pas si c'était un signe du destin, mais c'était de la voile à la télé. C'était la finale entre deux légendes de mon sport favori, l'anglais Ben Hensley et le brésilien Robert Scheidt. C'était la finale et on allait savoir entre les deux qui allait remporter la médaille d'or. Ce qui était intéressant en plus, c'est que c'était le remake de la finale des Jeux d'Atlanta 96, où le Brésilien avait battu l'Anglais sur cette dernière course le dernier jour. Cette fois-ci, à l'issue d'une course absolument épique, c'est l'Anglais qui s'impose. C'est à ce moment précis que naît mon rêve olympique. À partir de là, je sais que moi aussi, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour à la fois aller aux Jeux Olympiques et gagner une médaille. Alors maintenant, j'ai 18 ans. Je fais 1m85 et ça y est, je peux enfin faire du laser comme ces deux grands champions. Alors au début, c'est un petit peu compliqué. J'ai du mal à rentrer dans les 50 meilleurs mondiaux dans la catégorie senior. Mais mes très très bons résultats dans la catégorie jeune me permettent d'intégrer l'équipe de France Espoir. En gros, je suis le partenaire d'entraînement des grands de l'équipe de France et j'apprends à leur côté. À 20 ans, j'ai encore grandi. Et je commence à être un petit peu trop grand pour le laser. Donc tout naturellement, je m'intéresse à la catégorie supérieure qui s'appelle le FIN. C'est un bateau absolument mythique qui a vu passer les plus grands noms de la voile qui ont ensuite gagné les plus grands trophées, comme la Volvo Ocean Race ou la Coupe de l'América, pour ceux qui connaissent un petit peu la voile. Le problème, c'est que la fédération, elle ne soutient pas du tout l'idée. En fait, elle veut que je reste au service de l'équipe de France de laser parce que je suis particulièrement performant dans les conditions avec du vent, notamment à cause de mon grand gabarit. Cependant, je sais que si je reste en laser pour les Jeux de Pékin 2008, j'ai aucune chance de me qualifier parce que ça va se dérouler sur un plan d'eau où il n'y a pas de vent. À Qingdao, on savait qu'il n'y aurait pas de vent du tout. Donc, contre l'avis de l'entraîneur, je décide quand même de passer dans la catégorie supérieure en fine et de me débrouiller seul. Alors au début, c'est assez compliqué parce que le FIN, c'est un bateau extrêmement technique avec de très nombreux réglages et je suis absolument seul à La Rochelle pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais lors de ma première régate au Baléares, à Palma, je gagne la première course, notamment grâce à une fantastique technique au vent arrière.
Ce coup d'éclat me permet de devenir le partenaire d'entraînement du Hollandais Pieter-Jan Posma, qui était alors numéro 2 mondial et qui se préparait pour les Jeux de Pékin 2008. Il avait besoin de progresser au portant, et moi j'avais besoin de progresser dans tous les domaines. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la puissance du partage. Parce qu'en fait, à ses côtés, j'ai énormément appris, et lui aussi, il a progressé au niveau du vent arrière. À cette époque-là, pour moi, c'est vraiment facile, parce que je gagne bien plus que je ne donne. Donc à l'issue des Jeux de Pékin 2008, je suis prêt à me lancer à 100% dans la campagne de Londres 2012. Donc cette fois-ci, je ne peux plus travailler tout seul et j'ai besoin des aides fédérales. Donc je retourne voir la fédération qui accepte de soutenir mon projet à 2 conditions. La première condition, je vais garder le niveau de financement du groupe Espoir, c'est-à-dire à peu près 50% du budget. Et la deuxième condition, celle-ci est beaucoup plus dure, je vais devoir partager tout ce que j'ai appris tout seul pendant 2 ans avec Thomas, un coureur de l'équipe de France de laser, qui passe en fine pour cette nouvelle Olympiade, qui va garder son statut d'équipe de France, donc il sera financé à 100%, sans jamais d'avoir navigué sur le bateau, et à qui je vais devoir tout apprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en voile olympique, il n'y a qu'une seule place par pays pour aller aux Jeux olympiques. Donc la façon dont on présente les choses, il n'a jamais navigué sur le bateau, il est numéro 1, je suis numéro 2, et le choix est déjà fait. Donc là, la pilule, elle est vraiment super difficile à avaler. Cependant, je n'ai pas le choix, et c'est à ce moment que je décide que je vais positiver la situation. Je décide que toutes les informations que je vais partager à mon partenaire adversaire, je vais les retourner en quelque chose de bénéfique pour moi. Et ça a changé ma vie de façon profonde. Alors au début, je ne vous cache pas que j'ai vraiment l'impression de perdre énormément de terrain dans la qualification pour les Jeux de Londres 2012. Thomas, en plus, est un excellent coureur, et avec toutes les petites astuces que je lui donne en plus, il ne cesse de me rattraper dans de très nombreux domaines. Ce que je n'avais pas mesuré à l'époque, c'est qu'à chaque fois que je devais lui partager un réglage, une technique, une manière de fonctionner sur le bateau, je devais à chaque fois être absolument sûr de la maîtriser moi-même parfaitement. Et ça me permettait déjà de voir les petites choses que je pouvais améliorer. Ensuite, quand je voyais Thomas utiliser les différentes informations, je pouvais aussi voir comment lui les utilisait et qu'est-ce qu'il faisait différemment. Et je pouvais utiliser toutes les choses un petit peu mieux pour les ajouter à ma propre technique. Donc c'était déjà 2 fois bénéfique et je ne faisais que progresser. Au bout de 2 années de collaboration, notre progression elle est absolument fulgurante. Au début, on était à peu près dans les 30 meilleurs mondiaux. Et au bout de 2 ans, on est quasiment à chaque fois dans le top 10 et on commence très régulièrement à rentrer dans le top 5. Cependant, on sait que si jamais on veut réussir à gagner encore en performance et avoir une chance de monter sur le podium, il faut qu'on progresse dans un autre domaine, notamment celui du matériel. Et plus particulièrement, nous avons besoin de développer une voile qui sera parfaitement adaptée aux conditions très spécifiques du plan d'eau des Jeux de Londres 2012 qui était à Weymouth dans le sud de l'Angleterre. On savait que c'était essentiellement du vent et des vagues. Pour cela, on décide de travailler de la même manière avec le Finlandais et le Suédois, qui seront aussi nos adversaires pendant les Jeux olympiques. Alors au début, la collaboration elle a énormément de mal à se mettre en place. Vous imaginez bien, en plus c'est des pays nordiques, ils sont très méfiants, et donc on a du mal à partager les informations. Pourtant, le contrat il était clair. Au début, on devait uniquement échanger sur les réglages et le matériel, dans le but de développer cette voile. Mais voyant que ça a du mal à prendre et que ça a du mal à fonctionner, je décide d'aller encore plus loin. Et j'accepte de leur partager des informations sur ma technique au vent arrière. Parce qu'à cette époque-là, j'étais vraiment l'un des meilleurs dans ce secteur du jeu, et tout le monde essayait de comprendre comment je faisais. En leur donnant un peu plus, ça a permis de créer une vraie relation de confiance, et c'est ce qui nous a permis de créer un groupe extrêmement stable et solide, notamment dans les 6 derniers mois avant les Jeux, où quand chaque sélectionné par pays se retrouve un petit peu tout seul, nous, on a réussi à garder notre groupe extrêmement stable jusqu'à la veille des Jeux Olympiques, on s'est entraînés ensemble. Là, maintenant, on est en décembre 2011. Je termine 5e du championnat du monde, à Perth, en Australie, et je suis officiellement sélectionné pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. Ça, c'était déjà une première victoire. À l'issue de cette annonce, Thomas, mon partenaire d'entraînement, accepte de rester à mes côtés pour m'accompagner dans la préparation les 6 derniers mois avant les JO. Ça, c'est une décision qui m'a profondément touché.
Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Thomas, il avait été remplaçant pour les Jeux d'Athènes en 2004, il a été remplaçant pour les Jeux de Pékin en 2008, et il était une nouvelle fois remplaçant pour les Jeux de Londres 2012. Il avait à chaque fois donné 4 années de sa vie, soit 12 ans au total, pour à chaque fois échouer aux portes des Jeux Olympiques. Alors il aurait pu jeter l'éponge, mais pas du tout. Il était tellement investi dans ce projet, on avait créé une telle histoire ensemble qu'il avait envie d'aller jusqu'au bout, et il m'a poussé comme jamais dans les 6 derniers mois, juste avant les Jeux. Je vais maintenant vous partager le moment qui restera gravé pour toujours en moi aux Jeux Olympiques. Alors on est le jour de la finale. Ça fait déjà 10 jours qu'on s'affronte sur le plan d'eau. On a fait 10 courses. Je suis 4e au général, 2 points derrière le Hollandais Pieter-Jan Posma, celui dont vous vous souvenez tout à l'heure. Je suis égalité de points avec le Croate, qui est 5e, et je suis 1 point seulement devant le Slovène, qui est 6e. Je sais que je pourrais ni être champion olympique, ni vice-champion olympique, parce qu'ils ont un petit peu trop d'avance. Je sais que je dois faire une course quasi parfaite pour avoir une chance de monter sur le podium. Et là, on est sur la cale de mise à l'eau. On est prêt à mettre les bateaux à l'eau et à partir sur la zone de course pour participer à cette dernière régate. Et juste à côté de moi, il y a Ben Hensley. Lui, il est 2e au classement général. Il sait que si jamais il bat le Danois, il sera champion olympique pour la 4e fois, chez lui en Angleterre, et ce qu'il fera rentrer à tout jamais dans la légende de la voile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Ben Hensley, c'est celui qui, 12 années plus tôt, m'avait donné envie d'être là, celui que j'avais vu à la télé. Et à ce moment-là, vous imaginez bien, il doit avoir une pression absolument colossale sur les épaules. Et je me dis que je vais faire une petite blague pour détendre l'atmosphère. Alors je le regarde et je lui dis, bon Ben, tu sais, c'est toi qui m'as donné envie d'être là. Je t'ai vu à la télé il y a 12 ans, j'étais petit et je m'étais levé exprès pour toi. Et là, malgré toute la pression qu'il pouvait avoir sur les épaules, il m'a simplement regardé et il m'a dit, tu sais, si tu navigues comme tu navigues d'habitude, je suis sûr qu'on sera ensemble sur le podium ce soir. Et là, ce qu'il m'a donné sans rien attendre en retour, ça m'a absolument libéré. J'ai senti comme une vague de fraîcheur m'envahir. En allant sur la zone de course, j'avais vraiment la sensation que rien ne pouvait m'arriver. Ça a été une course absolument folle. J'ai mené de bout en bout les 3 tours de la finale olympique. Et effectivement, je suis monté sur le podium avec lui. Alors aujourd'hui, j'ai compris que la peur de donner était une croyance limitante et j'invite chaque personne dans la salle à choisir un élément précieux à leurs yeux et à le partager pour découvrir la puissance de cet enseignement. C'est pour ça que maintenant, je vais vous inviter à vous lever, à regarder votre voisin dans les yeux, à lui serrer la main et à lui partager ce qui vous vient spontanément. Merci à tous.